Alors, bon après-midi tout le monde. Je suis ravie. Je voulais remercier l'organisation de la Banque des participants de m'avoir invité aujourd'hui. Ravie de venir vous parler des questions de recherche qui m'intéressent depuis déjà plusieurs années. Puis j'espère que je vais pouvoir répondre aussi aux questions que vous pouvez avoir sur le sommeil. Juste avant de commencer, je sais qu'il y en a plusieurs qui connaissent déjà le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, mais comme on en est bien fiers, puis comme il y a des gens peut-être nouveaux ici, je veux juste vous retracer un peu les objectifs qu'on a, moi comme chercheur, puis en fait tous mes collègues aussi qui font de la recherche au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, un premier groupe de chercheurs dont je fais partie qui travaille très fort à cerner les déterminants du mieux vieillir. Donc, que ce soit des gens qui travaillent sur les apports nutritionnels et le vieillissement cognitif réussi. Il y a des gens qui travaillent, vous avez eu une conférence, je pense, sur l'impact de l'activité physique ou cognitive sur le mieux vieillir. Il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur l'apprentissage des langues et du vieillissement cognitif réussi. Et moi, je cadre un peu dans ces recherches-là en essayant de, comme on l'a dit au début de la présentation, en essayant de, comprendre qu'est-ce qui se passe. On verra que le sommeil, ça change au cours du vieillissement, mais en fait, ça change au cours de toute la vie. Mais peut-être comment on peut réussir à le préserver le mieux possible pour avoir une qualité de vie optimale. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Il y a des gens aussi qui essayent de trouver des solutions aux défis de santé des personnes âgées. Donc, il y a des groupes de recherche qui travaillent sur l'Alzheimer, d'autres qui travaillent beaucoup pour les gens, les aidants naturels, des personnes qui souffrent de déficits cognitifs ou physiques. Il y a des groupes de recherche qui travaillent sur l'incontinence chez la femme âgée et d'autres sur le maintien à domicile et toutes les stratégies qui pourraient aider à maintenir le plus longtemps possible les gens dans leur milieu habituel. Donc, deux gros axes de recherche, neurosciences du vieillissement. Il y a beaucoup de gens, probablement, si vous êtes déjà sur la liste des participants, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'études qui portent sur le cerveau, le fonctionnement cognitif, etc. Donc, c'est un neurosciences du vieillissement, c'est vraiment un des gros axes. Puis, l'axe 2, c'est la promotion de la santé, les soins, les interventions. Puis, dans tout ça, vous pouvez voir qu'on s'intéresse à bien vieillir, donc vieillir de façon optimale, les désordres cognitifs aussi, dont fait partie la maladie d'Alzheimer, les problèmes de mobilité, puis tout ce qui est les maladies chroniques. On est beaucoup de chercheurs, en fait, près de 40 chercheurs, des chercheurs en médecine, des chercheurs en psychologie, en sociologie, qui font partie de la Faculté des arts et sciences, des chercheurs en sciences infirmières, en aménagement, en kinésiologie, en médecine dentaire et en école d'optométrie. Ça nous permet vraiment d'avoir toutes ces disciplines-là, de pouvoir essayer d'avoir un portrait vraiment global aussi dans nos programmes de recherche. Ce qui est vraiment important et intéressant aussi, c'est qu'on forme une multitude de jeunes et moins jeunes, en fait, à la problématique du vieillissement, donc tant en recherche, mais aussi en clinique. Donc, on est en train de former la nouvelle génération de gens aussi qui vont pouvoir faire face aux défis de cette société-là où la population âgée aussi augmente de plus en plus. Vous allez voir, on commence tout juste vous avez vu probablement au centre de recherche qu'il y avait une nouvelle enveloppe depuis quelques temps, donc qui donne un aspect encore plus professionnel, mais de plus en plus, les travaux commencent à l'intérieur, donc on est en train vraiment de bâtir des nouveaux locaux pour avoir des espaces de laboratoire qui sont encore plus adaptés à nos questions de recherche, puis plus adaptés pour vous aussi. Donc, c'était la petite présentation sur le centre de recherche. Moi, ce dont je suis venue vous parler, c'était évidemment les
changements de sommeil qu'il y a au cours du vieillissement. J'ai marqué vieillir et moins bien dormir. On verra quand même que c'est pas tout le monde qui dort moins bien en vieillissant. C'est-à-dire qu'il y a des changements aussi qui sont normaux, qui sont associés au vieillissement, puis qui vont occasionner aucun problème chez les individus, même si on dort pas de la même façon à 60 ans qu'on dormait lorsqu'on avait 20 ans. J'ai mis piste de solutions aussi. Vous verrez que pour certains types de troubles de sommeil, les solutions sont faciles et évidentes. Il y a beaucoup de ressources dans le système médical. Puis pour d'autres, on est vraiment au balbutiement de notre compréhension, puis de pouvoir offrir aussi des services cliniques qui sont vraiment adaptés. Mais on va essayer de voir comment ces choses-là s'articulent. Avant de commencer, je voulais vous présenter mon équipe de recherche, ceux qui vont vous accueillir si vous acceptez de participer à nos études éventuellement. Vous pouvez voir que malgré le fait qu'ils sont jeunes, ils dorment, donc ils s'endorment un peu partout. Donc, c'est vraiment sans eux, mon laboratoire n'existerait pas, puis sans vous non plus. Donc, il ne faut pas oublier que la participation, on passe énormément de temps, en fait, à essayer de... Puis ces jeunes-là passent énormément de temps à essayer de recruter des gens qui sont intéressés à participer aux études. Vous allez voir que participer à une étude en sommeil, ça exige... un peu d'énergie, juste un peu. Vous allez voir qu'il y a des techniques qui sont un peu intrusives, mais en même temps, vous pouvez passer des moments super agréables avec ces jeunes dynamiques que vous pouvez voir sur la photographie. Mais c'est sûr que, je vais vous montrer comment on mesure le sommeil. C'est sûr qu'une étude en sommeil, ça implique plusieurs heures de participation. Donc, c'est pas juste de venir pour 1 ou 2 heures. Il faut aussi faire dodo au laboratoire, donc ça implique un peu plus d'engagement. Depuis qu'il y a des études en sommeil, puis ça fait pas si longtemps que ça, en fait, on a découvert les stades de sommeil il y a à peu près 50 ans. En fait, on a fêté les 50 ans de la découverte du sommeil paradoxal, qui est le stade de sommeil associé au rêve, il y a à peine 50 ans. Donc, depuis qu'on étudie le sommeil, on s'intéresse à savoir à quoi ça sert de dormir. Parce qu'évidemment, surtout dans une société où on veut être productif tout le temps, puis qu'on veut perdre le moins de temps possible, bien évidemment, on voudrait être sûr que quand on dort, ça sert à quelque chose, en fait. Pas besoin d'être un grand chercheur pour savoir que quand on dort pas, ça va pas bien. En fait, depuis que le début des recherches, puis vous le savez aussi, que si on est privé de sommeil, bien, on s'endort. Grosse, hein, je viens vous apprendre des grandes choses, mais non seulement on s'endort, on est souvent plus irritable, on va avoir plus de difficultés à se concentrer, on va avoir plus de problèmes à apprendre, on va avoir plus de problèmes de mémoire, etc. Donc, vraiment, au bout de la ligne, mais comme je vous dis, ça, on le sait depuis longtemps, mais on continue à étudier ces effets-là. En fait, les études montrent que le sommeil est tellement important pour ces fonctions-là que si on vous prive d'une nuit complète de sommeil, ça équivaut au niveau de vos temps de réaction, votre vitesse à pouvoir réagir rapidement. Ça équivaut à une nuit, ça équivaut à avoir un niveau d'alcoolémie supérieur à la limite légale pour conduire. Donc, ça veut dire que moi, quand je travaille beaucoup avec les jeunes, je les chicane souvent parce que ça veut dire que quand ils vont, eux, se coucher à 5-6 heures du matin après une nuit de festivités, mais quand ils prennent le volant, c'est aussi dangereux que s'il y avait un niveau d'alcool supérieur à la limite acceptée pour la conduite. Ça veut dire aussi que comme par exemple, si on ne dort pas bien plusieurs nuits de suite aussi, ça veut dire qu'il faut prendre ça en considération. Donc, quand on ne dort pas bien pendant plusieurs nuits, qu'on n'a pas une qualité profonde de sommeil, ça veut dire que non seulement on peut avoir des changements d'humeur, puis qu'on peut avoir de la difficulté à mémoriser, à apprendre, à se concentrer,
Mais ça veut dire aussi qu'on réagit moins vite. C'est probablement un des impacts importants. Par exemple, si on prend la voiture, il faut pouvoir réagir vite s'il y a une situation d'urgence. Bon, évidemment, depuis les 10 dernières années, je dirais, on a commencé à s'apercevoir que le sommeil, ça ne servait pas juste à pouvoir garder un niveau de cognition normal, à pouvoir apprendre. Ça ne permettait pas juste de rester réveillé puis de ne pas s'endormir tout le temps. C'est que ça avait des impacts vraiment directs sur d'autres aspects de la santé. En fait, ça a été les grandes découvertes des 10 dernières années. Par exemple, saviez-vous que si vous allez vous faire vacciner pour la grippe, ce qui est un sujet d'actualité présentement, puis que vous dormez pas ou moins bien suite à la vaccination, vous allez développer moins d'anticorps suite à la vaccination. Donc, il y a définitivement un lien important entre sommeil et système immunitaire. Donc, pour être en santé, pour pas attraper, pour développer des anticorps, etc., il faut bien dormir. Il y a des études aussi qui montrent, par exemple, que si on prive les gens de sommeil pendant quelques nuits, pas au complet, juste des privations partielles de sommeil, que ça augmente toutes sortes d'hormones. Par exemple, une hormone qui est le cortisol, qui est l'hormone associée au stress. Donc, moins les gens dorment, plus ils ont des hauts niveaux d'hormones associées au stress. Puis plus, évidemment, plus on a ces hormones-là élevées, plus on va être vulnérable aussi, éventuellement, quand il va y avoir une situation de stress qui va se produire. Il y a des études qui ont montré de plus en plus des liens entre des troubles de sommeil ou des privations de sommeil, puis des changements importants dans la régulation du système cardiovasculaire. Comme nous, on vient de montrer que les personnes plus âgées ont plus d'impact d'une privation de sommeil sur leur pression artérielle. Donc, et chez les jeunes et chez les personnes âgées, la privation de sommeil augmente la pression artérielle, mais ça va être encore plus le cas quand on vieillit. Donc, si on devenait encore plus vulnérable à certains des effets de la privation de sommeil. Donc, pour bien être en santé physique et psychologique, il faut bien dormir. En fait, moi, le vœu pieux que je fais depuis plusieurs années, en fait, c'est de pouvoir dire la bonne nouvelle, comme je le fais du haut de mon lutrin. Mais j'aimerais ça que les gens considèrent que le sommeil, je pense qu'il y a autant d'indications que le sommeil est aussi important pour la santé que le fait de faire de l'exercice physique ou le fait de bien se nourrir. Il n'y a pas personne qui met en considération, qui met en doute le fait que pour être en santé, on doit bien s'alimenter et on doit faire l'activité physique. Maintenant, la recherche en sommeil est jeune encore. C'est probablement pour ça qu'on n'a pas réussi encore à convaincre tout le monde, mais je pense que d'ici 10 ans, dans l'équation du bien-être psychologique et physique, il va définitivement y avoir le fait de bien dormir. Donc, le sommeil doit être priorisé. C'est pas vrai que c'est pas grave de se priver de sommeil. C'est-à-dire que c'est vrai que pour une nuit, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est important de régler, quand on a des problèmes de sommeil, d'essayer de trouver des solutions pour y remédier. Quand vous allez vous coucher la nuit, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans votre cerveau. Puis ces choses-là ne sont pas les mêmes au début de la nuit puis à la fin de la nuit. Ça, c'est une diapositive qui a l'air assez compliquée. En fait, vous pouvez voir les heures de sommeil en bas, comme si quelqu'un restait 8 heures endormi. Puis, sur la ligne verticale, vous avez les stades de sommeil. En fait, tout ce que ça montre, on appelle ça un hypnogramme de sommeil, ça montre comment vos stades de sommeil changent au cours d'une nuit de sommeil. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du sommeil qu'on dit léger, puis du sommeil qu'on dit profond. Le sommeil léger, on dit que c'est les stades 1 et 2, puis le sommeil profond, c'est les stades 3, 4. Profond, là, ça veut dire que votre cerveau est vraiment endormi profondément, il est vraiment au ralenti.
Puis, à côté de ça, il y a un autre stade de sommeil qui est le stade de sommeil paradoxal, qui est la période dans laquelle vous rêvez avec le plus de couleurs et d'imagerie et d'histoires qui font du bon sens. Bien, pas vraiment du bon sens, mais un peu de bon sens. Quand vous êtes capable de raconter à quelqu'un « Hey, la nuit dernière, j'ai rêvé de telle chose », c'est un rêve que vous avez fait durant le sommeil paradoxal. Donc, c'est vraiment le stade de sommeil le plus associé au rêve. Sommeil lent profond quand vous dormez très, très, très profondément, puis sommeil léger qui est le stade 1 et 2. Dans une nuit normale de sommeil, vous allez avoir beaucoup de sommeil lent, profond, au début de votre nuit de sommeil, puis très, très peu à la fin de votre nuit de sommeil. Tandis que pour le sommeil paradoxal, pour le stade de sommeil dans lequel vous rêvez, c'est le contraire. Au début de votre nuit, vous allez avoir peu de périodes avec des rêves, puis à la fin de votre nuit, vous allez avoir des longues périodes avec des rêves. C'est souvent pourquoi on se rappelle le matin en se réveillant. Souvent, on peut dire qu'on était en train de rêver. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, ce gros graphique-là, c'était juste pour dire que dans le fond, 3 stades principaux de sommeil, sommeil léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal, beaucoup de sommeil profond au début de la nuit, puis le sommeil devient plus léger à mesure qu'on dort, puis à la fin de la nuit, il y a beaucoup de ce sommeil paradoxal-là qui est associé au rêve à la toute fin de la nuit. Bon, là, la vérité va sortir. Si vous venez participer à mes études, on va être obligé de mesurer vos ondes cérébrales, puis mesurer l'activité de vos muscles, de votre menton, puis mesurer l'activité de vos yeux. Parce que pour la seule façon qu'on a de pouvoir savoir si quelqu'un est en sommeil lent profond, ou qui est en train de rêver, ou qui est en sommeil léger, c'est en mesurant ses ondes cérébrales. Puis pour ça, on met plein d'électrodes sur la tête, au niveau du visage, même sur les jambes. On peut en mettre aussi, on verra, pour mesurer la respiration aussi. Donc, puis là, on met toutes ces électrodes-là qu'on applique avec une pente spéciale à plusieurs endroits au niveau du crâne. Ne paniquez pas, là, c'est pas une aiguille qui pique, là, c'est juste qu'elle met de la petite crème dans les électrodes ici. Donc, on vous met, ceux qui ont déjà participé à des études en potentiel évoqué, par exemple, c'est souvent comme ça. Donc, on met plein d'électrodes au niveau de la tête surtout. Donc, la personne est complètement attachée, puis là, on lui demande d'aller dormir. Puis là, on essaie de mesurer la qualité habituelle de son sommeil. Évidemment, la première fois qu'on dort comme ça, c'est normal, on dort moins bien qu'à la maison. Mais de façon surprenante, la personne peut quand même se retourner complètement, là, malgré le fait qu'elle a tous ces fils-là. Donc, de façon surprenante, souvent après 2 nuits, en fait, le sommeil est redevenu normal. Mais de toute façon, pour nous, que vous dormiez ou dormiez pas très bien, c'est pas ça qui est important. Vous, votre travail, si jamais vous veniez, c'est juste d'essayer de faire le mieux que vous pouvez avec cet attirail-là pour mesurer votre sommeil. Quand on mesure le sommeil aussi, évidemment, il y a quelqu'un au laboratoire, un des étudiants gradués ou même au baccalauréat qui va passer la nuit aussi à pouvoir observer aussi parce qu'on enregistre vos signaux, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais nous, on voit ce que votre cerveau fait avec les électrodes au niveau de l'écran. Puis, on peut vous voir dormir aussi. Donc, s'il y a un changement de position, la personne peut indiquer ce qui se passe, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur qu'est-ce qui se passe avec le sommeil et l'âge? Premièrement, il ne faut pas paniquer. Comme je vous disais, depuis que vous êtes né, votre sommeil change. En fait, il y a une caractéristique qui change énormément tout au long de la vie, c'est le sommeil. Il ne reste pas stable à aucun moment. Vous vous souvenez, ceux qui ont été parents, que quand on naît, on n'est pas avec une période de 8 heures consolidée de sommeil, puis que le bébé ne reste pas 16 heures éveillé tout de suite. Puis après, donc il va y avoir des changements. Par exemple, on a
Quand on est nouveau-né, on a plusieurs épisodes de sommeil tout au long du 24 heures qui sont ni associés au jour et à la nuit, ce qui fait en sorte que les jeunes parents sont extrêmement privés de sommeil souvent pendant quelques mois, puis certains malheureusement pendant presque quelques années. On peut voir que déjà à l'âge de 11 ans, ici vous avez les heures du jour, donc vous avez 6 heures le soir, minuit, 6 heures le matin, minuit, 6 heures le soir. Donc, vers l'âge de 1 an, on peut voir, ça, c'est les périodes de sommeil. Donc, on peut voir qu'il y a une bonne période de sommeil bien consolidée durant la nuit, mais que l'enfant va faire des siestes durant la journée. On peut voir qu'ensuite, les siestes vont se raccourcir durant la journée pour disparaître complètement, habituellement, quand l'enfant va arriver à l'école. On pense souvent que, rendu à l'âge adulte, notre sommeil est plus stable, est encore stable, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dès le début de mes études à Pittsburgh, c'était de savoir ce qui se passait au niveau du sommeil chez l'adulte, mais entre l'âge de 20 ans à 80 ans et plus. Puis de façon surprenante, il y a vraiment beaucoup de changements qui se produisent, changements qui apparaissent pas subitement. Donc, c'est pas parce qu'on se réveille à 65 ans que tout d'un coup notre sommeil est détérioré. C'est un processus qui s'enclenche même à l'âge de 30 ans. Il y a des changements apparents au niveau du sommeil. Donc, les difficultés de sommeil, moi, ce que je dis toujours quand je veux faire subventionner mes recherches aussi, puis c'est tout à fait vrai, c'est que 44% des personnes âgées, avec un S, s'il vous plaît, âgées, je suis désolée, rapportent des difficultés de sommeil quelques nuits par semaine ou plus. Puis la prévalence des gens qui ont des difficultés à s'endormir ou à rester endormis la plupart du temps, c'est beaucoup ça, dire la plupart du temps. Ça veut dire que ces gens-là, ils sentent pas qu'ils dorment bien presque jamais. Passent de 10% à l'âge entre l'âge de 15 à 24 ans, puis à 20% à l'âge de 75 ans et plus. Puis ça, toutes les études vont le démontrer. Ce qui se produit avec l'âge, puis comme je vous disais, ça n'arrive pas d'une façon soudaine à 70 ans ou à 65 ans. À partir de l'âge de 30 ans, en fait, on commence à perdre certains stades de sommeil. Puis ces changements-là vont s'opérer jusqu'à la mort. Donc, il n'y a pas de période même de grande stabilité. Notre sommeil change continuellement entre la vingtaine et la mort. Évidemment, les troubles de sommeil chez la personne âgée peuvent être dus à de multiples facteurs. Il y a des médicaments qui ont des effets secondaires qui peuvent affecter le cycle éveil-sommeil. Donc, si on a des troubles de sommeil, la première chose à regarder, c'est ou à demander à son pharmacien ou à son médecin, c'est est-ce que les médicaments que je prends, est-ce qu'ils peuvent avoir un effet sur le sommeil ou sur la qualité de la vigilance? Évidemment, tous ceux qui sont aux prises avec des maladies qui causent des douleurs ou des inconforts, on peut fort bien s'imaginer que quand on est en douleur ou qu'on n'est pas confortable, bien, on ne réussit pas à bien dormir. Donc, évidemment, une partie des troubles de sommeil, des 44% de personnes âgées qui se plaignent de leur sommeil sont associés aussi à d'autres facteurs que juste l'effet du vieillissement. On verra qu'il y a 2 désordres de sommeil qui augmentent en flèche à partir de l'âge de 50 ans, c'est les apnées du sommeil puis les mouvements des jambes pendant le sommeil, mais on va les voir tantôt. Puis, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la fragilisation du sommeil. Donc, même chez les gens qui n'ont pas de troubles médicaux, pas d'effets secondaires de médicaments, pas de désordre de sommeil associé, même chez la personne qui vieillit de façon la plus optimale possible, c'est-tu fatigant, mais de façon optimale, mais le plus optimale possible, même chez ces gens-là, tout le monde a ce que j'appelle la fragilisation du sommeil. C'est-à-dire que c'est malheureusement, comme plusieurs autres fonctions, le sommeil devient plus fragile, plus sensible. Donc,
toutes les choses qu'on faisait durant notre vie jeune pour essayer d'avoir une belle qualité de sommeil, ben il faut les faire encore plus quand on vieillit parce que le sommeil va devenir très, très sensible à toute perturbation. Puis on va voir ce que ça veut dire. Donc, si on compare le sommeil des personnes âgées avec le sommeil des sujets jeunes, comme je l'ai dit maintenant, les plaintes de sommeil et de vigilance sont plus fréquentes. Ça, pas de problème. On a tendance aussi à se lever et à se coucher plus tôt quand on vieillit. Donc, plus de bonne heure. Puis ça, c'est pas juste un signe de sagesse. En fait, il y a aussi le fait que notre horloge biologique qui contrôle aussi à quelle heure on se couche et à quelle heure on se lève, tend à avancer avec l'âge. Les épisodes de sommeil de nuit vont être plus courts quand on vieillit, mais il va y avoir plus de siestes. Par contre, même si on additionne les périodes de sieste avec les périodes de sommeil de nuit, reste encore que les personnes âgées vont dormir moins que les sujets jeunes, que les participants jeunes. Le sommeil est plus léger, donc il y a moins de sommeil lent profond, que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup au début de la nuit, puis il y a beaucoup plus de sommeil léger, donc, mais il y a peu d'effets, d'impact sur le sommeil paradoxal. Donc, on rêve de la même façon, le même montant, mais on va perdre beaucoup du sommeil lent profond, puis on va avoir beaucoup plus de sommeil léger. Le sommeil plus fragmenté, ça veut dire qu'on se réveille vraiment plus souvent durant la nuit, puis non seulement plus souvent, mais souvent plus longtemps aussi. Donc, on peut se réveiller pour toutes sortes de raisons, aller uriner en est une qui est très commune chez les personnes âgées, mais on va se réveiller aussi des fois sans raison aucune, puis on va avoir tendance à prendre un peu plus de temps pour se rendormir. Puis, il y a aussi une augmentation des plaintes qui sont associées à tout ce qui est défi, comme décalage horaire. Ça peut prendre plus de temps, en fait, à s'adapter à un décalage horaire. Puis, ceux qui font du travail de nuit, souvent vers l'âge de 40, 50, 60 ans, ça va devenir de plus en plus difficile à pouvoir à supporter ce type de défi-là. Alors, comme je vous disais, il y a une fragilisation du cycle éveil-sommeil avec l'âge, donc il faut donc en prendre soin de son sommeil. Puis moi, ce que j'ai fait beaucoup pendant une partie de mes études, plus pendant que j'étais étudiante, mais encore maintenant aussi, c'est essayer de comprendre. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait beaucoup de plaintes de sommeil. Puis là, on essaie de comprendre, en fait, beaucoup quels mécanismes qui peuvent expliquer ça, que le sommeil se fragilise autant, pour éventuellement proposer aussi des solutions qui pourraient endurcir, je dirais, aussi le sommeil. Une chose qu'on a montrée, en fait, c'est que il y a une rigidité de l'horloge biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez, par exemple, on sent bien le rôle. Notre horloge biologique, c'est une petite structure qu'on a dans notre cerveau qui va contrôler nos cycles de 24 heures. Puis si vous ne me croyez pas que vous avez une horloge biologique, faites juste essayer d'aller justement en France. Puis si vous êtes en décalage horaire, on sent tout de suite qu'on a une horloge biologique parce que c'est difficile au début de pouvoir dormir à bonne heure puis de se lever à bonne heure quand on change de fuseau horaire. Pourquoi? Parce que ça prend un certain temps pour notre horloge biologique pour pouvoir prendre la nouvelle heure du pays d'origine. Mais quand on vieillit, malheureusement, notre horloge biologique, elle prend plus de temps à se remettre à l'heure. Donc, c'est ce qui explique probablement qu'il y a plus de plaintes qui sont associées au décalage horaire. C'est ce qui explique aussi probablement qu'avec l'âge, on a beaucoup de difficultés aussi à pouvoir supporter le travail de nuit. Donc, on a plus de difficultés à faire changer notre horloge biologique d'heure, en fait. Une autre chose qui se produit en vieillissant, c'est qu'on a de la difficulté à dormir à des moments où notre horloge biologique envoie un signal non propice au sommeil. Donc, non seulement
quand vous faites un décalage horaire, ça prend plus de temps à votre horloge biologique à se remettre à l'heure. Mais en plus, quand elle n'est pas à l'heure, vous allez avoir encore plus d'impact qu'un sujet jeune. Par exemple, quand on travaille de nuit, le problème, c'est qu'on essaye de dormir à un moment où notre horloge biologique envoie un très, très gros signal d'éveil. C'est pour ça que tous les travailleurs de nuit vont vous dire qu'ils ont un sommeil léger, qui se réveille, puis qui est très court quand ils dorment le jour, parce que leur cerveau n'est pas prêt à dormir à ce moment-là. Mais si on prend des jeunes puis des personnes plus âgées, puis qu'on leur demande de dormir le jour, en fait, comme des travailleurs de nuit, chez les deux, les jeunes et les personnes plus âgées vont avoir de la difficulté à dormir le jour, mais cette difficulté-là va être encore plus grande à mesure que l'on vieillit, donc encore plus difficile de garder une bonne qualité de sommeil quand ce n'est pas le moment de dormir. Donc ça aussi, ça peut expliquer pourquoi qu'avec l'âge, on a des difficultés, par exemple, avec le travail de nuit ou avec le décalage horaire. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que quand vous êtes privé de sommeil, le corps est bien fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas... si vous passez une nuit blanche, ce que je ne vous recommande pas, mais si vous passez une nuit blanche, le lendemain, vous n'aurez pas besoin de dormir 8 heures pour récupérer de votre nuit blanche parce que votre cerveau, il s'adapte à ça. C'est-à-dire que plus ça fait longtemps que vous êtes réveillé, plus vous allez avoir une grande période de sommeil lent profond dans votre sommeil par la suite. Ce qui veut dire que si vous êtes privé de sommeil, vous allez vous coucher, votre sommeil va avoir plus de sommeil lent profond. Vous vous souvenez, le sommeil le plus intense, il va en avoir plus, donc vous allez récupérer aussi un peu plus rapidement parce que votre sommeil est plus profond, en fait. Mais cette capacité-là de pouvoir intensifier son sommeil, en fait, avec la privation de sommeil, est diminuée avec l'âge. Donc, si vous prenez vous puis votre petite fille, puis vous faites un concours, vous faites passer la nuit blanche à Noël ensemble, puis vous allez vous coucher, elle va augmenter l'intensité de son sommeil très, très fortement, tandis que vous, en vieillissant, on a cette difficulté-là à augmenter l'intensité de notre sommeil, ce qui fait en sorte que ça va nous prendre vraiment plus de temps aussi à récupérer d'une privation de sommeil que les sujets plus jeunes. La caféine. J'ai vu d'ailleurs qu'en arrière, une des boissons préférées qu'on donne souvent de façon culturelle, c'est le café ou la caféine. La caféine, ce que ça fait, en fait, jeune ou moins jeune, évidemment, ça peut retarder l'heure du coucher ou ça peut nous prendre plus de temps à s'endormir si on prend un café un peu trop près de notre épisode de sommeil. Mais la chose que la caféine fait, puis qu'on ne sait pas ou qu'on s'aperçoit moins, c'est que la caféine va aussi diminuer le sommeil lent profond. Donc, vous vous souvenez, le sommeil lent profond le plus intense, celui qu'on perd le plus en vieillissant. Mais la caféine, que vous soyez consommateur ou non consommateur de caféine, moi je sais parce qu'on étudie les effets de la caféine aussi au laboratoire, que vous soyez habitué ou pas d'en consommer, ça a toujours cet effet-là, ça diminue votre sommeil lent profond. Donc, si vous êtes une personne, vous avez plus de 40 ans, vous avez déjà perdu une certaine quantité de votre sommeil lent profond, mais en prenant de la caféine aussi, vous allez diminuer encore plus. Donc, votre sommeil est moins intense, donc moins propice aussi à une bonne récupération.